L'éveil du Seigneur des Runes, chapitre 1, les offrandes calcinées, troisième partie, verre et colère. Le processus de la fabrication du verre tient autant de l'art que de l'artisanat et la famille Kaijutsu y excelle depuis des générations. Exilés du Tianxia, les Kaijitsu traversèrent la périlleuse couronne du monde et ils profitèrent de leur talent de maître verrier pour s'assurer une place dans l'aristocratie. Ils étaient là quand la Ligue mercantile fut créée pour développer Point de Sable et ils se mirent rapidement au devoir de construire ce qui était appelé à devenir un des commerces les plus exceptionnels et les plus profitables de Point de Sable, une verrerie. Dans les environs, les trois composantes principales du verre se trouvent en abondance, du sable, les algues, des plantes qui résistent au sel et dont les cendres constituent un réactif indispensable au processus de fabrication et de la chaux extraite des pierres taillées dans les falaises de l'assiette du diable. Tout ce qui manquait ici, c'était le savoir-faire pour transformer les éléments en verre. Un des secrets les mieux gardés de la famille Kaijitsu, c'est que les caves de ces bâtiments habitaient autrefois une base de contrebandiers. Rokuro, le père de Longiku, était un honnête homme qui avait mis un terme aux opérations de contrebande, quand il avait découvert que ses employés étaient impliqués et avait scellé les accès aux souterrains. Mais l'histoire secrète, ou presque, de la ville se souvient encore que la verrerie faisait autrefois partie d'un réseau de contrebande. Enquêter à la verrerie. Quand les PJ arrivent à la verrerie, l'endroit est curieusement silencieux. Des voisins ont remarqué que les allées et venues ont cessé, mais tant que la cheminée crache son panache de fumée, ils estiment que le bâtiment a simplement été fermé pour offrir un peu plus de tranquillité à Longiku et ses ouvriers, alors qu'ils travaillent sur un gros sujet. Un examen rapide du périmètre révèle que tous les rideaux sont tirés et que toutes les portes sont verrouillées. Un PJ peut regarder au travers. On entendra distinctement les fourneaux ronfler dans la verrerie. Un personnage discerne aussi ce qui ressemble à des rires haut perchés et des cris de bris de verre. Les personnages joueurs vont parvenir à grimper le haut de la fonderie pour ensuite s'apercevoir que sous le bâtiment principal de la fonderie, il y a des gobelins en train de rire, de casser, de chanter, de danser. Ils pénétreront donc la verrerie par le haut, arrivant directement en A17, la salle des fourneaux. Ici, un fourneau brûle le long du mur, au sud-est de la pièce. Les tables de marbre se dressent dans toute la pièce et servent à façonner le verre brut et à lui donner des formes utilisables. À côté, des tables de bois présentent les nombreux outils nécessaires à ce travail. Le fourneau de la pièce ronfle bruyamment. Comme je disais auparavant, c'est ici que se trouvent les gobelins, et donc quand les personnages arrivent ici, c'est donc une bataille qui s'ensuit. Autre chose importante, les personnages joueurs se rendent compte une fois au sol que cette pièce est un tableau ignoble en l'honneur de l'ennui des gobelins. Les corps de 8 ouvriers assassinés illustrent différents stades de démembrement car les gobelins ont joyeusement brûlé bras et jambes et ils ont déversé du verre fondu sur le cadavre. Le corps de Longiku, assis sur une chaise dans l'alcôve centrale, est enveloppé d'épaisses couches luisantes de verre durci. Durant le combat, les gobelins, encore tout émoustillés d'avoir tué les ouvriers, sont tout excités en voyant les PJ. La plupart d'entre eux se battent avec des tranchiens, mais un ou deux se servent de pinces dégoulinantes de verre fondu. Les gobelins affrontent les PJ et se retranchent après se rendre compte que les PJ sont en fait les héros de Point de Sable et vont retrouver alors, en prenant l'escalier en A19, Tsuto Kaijitsu, leur nouveau chef. Tsuto, voyant arriver les PJ, se défend face à cette incursion, combat contre les personnages. Les personnages prennent le dessus, même si Tsuto a des valeurs de combattant, de moine et d'archer. Tsuto meurt au combat. Les personnages retrouveront le journal de Tsuto, et sur ce journal, ils pourront découvrir une source d'information très importante. C'est un petit livret à la reliure de cuir qui contient 2 douzaines de pages en parchemin et Tsuto en a couvert la plupart des cartes de Point de Sable ou de dessins érotiques. Les PJ identifient la personne représentée comme étant possiblement Nualia qu'ils ont entendu décrite dans le folklore local de Point de Sable. C'est donc la fille adoptive du père Tobin, présumée morte. Les cartes détaillent chacune un plan d'attaque différent. Le premier groupe de cartes montre un plan d'attaque pour 30 gobelins. L'une des cartes est entourée, et les PJ devraient reconnaître le schéma de l'attaque sur Point de Sable qui a marqué le début de leur aventure.
Les pages suivantes renvoient à un problème bien plus urgent car elles représentent 200 gobelins donnant l'assaut sur Point de Sable. Aucune d'entre elles ne t'entourait et bien que plusieurs aient été rayées comme si elles avaient été rejetées, leur implication demeure néanmoins sinistre. Sur la dernière page, un croquis représente Noualia avec des ailes de chauve-souris, des cornes, une queue fourchue et des crocs. Sauver Ameiko. Ameiko est retrouvée, vivante mais gravement blessée, en A20. Elle reste traumatisée par la trahison de son frère. Tsuto lui révéla que lui et plusieurs autres mercenaires s'étaient placés sous les ordres de Noualia, et il lui laissa entendre qu'elle avait de grands projets pour le futur de Point de Sable. Il avertit sa sœur qu'il vaudrait mieux pour elle qu'elle ne se retrouve pas en ville quand ses plans se concrétiseraient, et lui donna une chance de se joindre à eux à Pic Chardon. Ameiko eut un mouvement de recul à cette idée, et choquée, elle gifla son frère pour être tombé aussi bas. Il répliqua en lâchant ses gobelins sur elle. Ils la submergèrent et la laissèrent dans cet état. Elle remercie les PJ de l'avoir secourue, mais elle veut désormais quitter l'endroit au plus vite et avertir son père. Les PJ lui annoncent alors la triste nouvelle qu'elle accueillera stoïquement. Lecture du journal de Tsuto. Le raid s'est déroulé comme prévu. Peu de gobelins de Pic Chardon ont péri et nous sommes facilement emparés du cercueil de Tobin. Pendant que les autres distrayaient les pecnos, j'attends le véritable raid avec impatience. Cette ville mérite de brûler, c'est sûr. Volpépite semble en faveur d'une attaque en masse par voie de terre, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Nous devrions demander l'aide de la Casite. Envoyons ces monstres par le tunnel des contrebandiers jusqu'à la verrerie de mon père, puis envahissons la ville en venant par la rivière et par la verrerie en frappe moins puissante, mais plus concentrée. Les autres sont d'accord, hormis Brutzalmus, mais je pense que le gobelours me contredit juste pour me contrarier. Mon amour est trop concentré sur les chambres du sous-sol pour prendre une décision. Elle dit qu'une fois Malfechnekor libre et sous son commandement, nous n'aurons plus à nous préoccuper de subtilité. J'espère qu'elle a raison. Mon amour semble décidé à aller jusqu'au bout, quoi que je lui dise. Je n'arrive pas à la convaincre qu'elle est magnifique. Elle reste obsédée par l'idée de se débarrasser de ce qu'elle appelle la souillure céleste, et de la remplacer par la grâce de sa mère. Elle a visiblement initié la transformation en brûlant les restes de son père sur l'autel de Pic Chardon. Mais je ne peux pas me dire que sa nouvelle main me plaise. Peut-être que quand elle offrira Point de Sable au feu de la Machtou, son nouveau corps ne sera pas aussi hideux, peut-être que j'aurai la chance. Les succubes sont aussi des démons, non? La verrerie comprenait des salles d'exposition, des réserves, des placards d'entretien, des quartiers, des salles à manger, des salles de bain, des salles de réunion, des salles de réception, de préparation et autres. Mais il y avait également, dans les sous-sols, près de la réserve souterraine, une entrée, l'ancienne entrée des contrebandiers qui avait été fermée mais récemment réouverte. Le long du tunnel qui part de cette pièce dans le substrat rocheux de Point de Sable fut construit il y a des dizaines d'années par les contrebandiers. Il est stable et utilisable. Il zigzague paresseusement vers le nord-est sur plus de 500 mètres avant de se terminer sur un cul-de-sac. Une porte secrète qui s'ouvre sur une grotte de 9 mètres de diamètre creusée dans le flanc de la falaise surplombant la baie de Varizy. L'entrée de la grotte descend vers une petite plage. Nul besoin de faire aucun test pour remarquer la collection de lits de gobelins primitifs ou les restes de leurs repas éparpillés autour de la grotte. Deux tunnels subsidiaires partent de la moitié sud du tunnel, l'un d'eux mène vers l'est, mais un éboulement bloque le passage au bout de 120 mètres. L'un des tunnels mène aux catacombes de la colère, et c'est ainsi que les personnages se retrouvent dans leur entrée. Ils arriveront par le B1, ici une grotte de garde, un rejeton du péché y habite. Il attaquera sauvagement les PJ. Suite à la victoire de ceux-ci, ils arriveront au hall d'accueil. La statue de marbre rouge d'une femme à la beauté frappante mais en proie à une rage folle se dresse au milieu de la pièce. Son expression de pierre est déformée par la fureur. Elle porte les robes flottantes et ses longs cheveux sont retenus en arête par une coiffe faite de crochets et de lames. Dans la main gauche, elle tient un large livre à la couverture gravée d'une étoile à 7 branches. Dans la droite, elle brandit une corsec luisante en ivoire et en métal. La statue représente le seigneur des runes Alaznit. Les joueurs le comprendront plus tard. Ils parcourront les catacombes de la colère jusqu'à quelques points intéressants comme en B6, ici, une grande pièce qui fut à l'évidence une prison, comme en témoignent les 2 douzaines de cellules qui bordent son périmètre. Une plateforme de bois branlante surplombe la pièce et
2 volets de marche descendent vers le sol de la prison. 3 mètres plus bas, une passerelle de bois d'1,50 m de large court entre l'extrémité nord de la plateforme et un corridor qui part à l'est. 2 autres rejetons du péché attendent ici et attaqueront les PJ. Arriveront ensuite, après le combat en B9, le plafond de cette pièce, étrangement froide, forme une voûte de 6 mètres. Le sol est couvert de 11 couvercles de bois déposés sur 11 fosses d'1,50 m de diamètre, creusées dans le sol. D'étranges bruits de frottement montent des ténèbres au fond des puits, parfois accompagnés de gémissements. Les fosses sont habitées par les zombies. Il faudra donc aux joueurs passer prudemment pour ne pas tomber dedans. Mais c'est surtout ici qu'on retrouvera le fameux gobelin Corvus, décrit précédemment dans la partie 2. Corvus prend son rôle de gardien des lieux très au sérieux et il attaque immédiatement toute personne qui pénètre ici. Il se sert de son souffle, un souffle acide, crachant du sang à l'odeur ignoble. Il s'avance ensuite au corps à corps et attaque l'ennemi qui lui semble le plus imposant et le plus dangereux, avec toutes ses armes. Il se bat jusqu'à la mort. Les PJ parcourront encore les catacombes. Un escalier montant ici est devenu impraticable et s'est éboulé. Ils reviendront donc sur leurs pas pour arriver jusqu'en B12, ici, en l'hôtel de la Machtou. Ici, le tunnel s'élargit sur ce qui semble avoir été un petit sanctuaire car les marches au nord-est montent vers une plateforme de pierre grise. Un ancien hôtel se dresse au sommet de la plateforme, mais aujourd'hui ce n'est qu'un bloc irrégulier en marbre noir, doté d'un creux profond en son centre. Le bassin est rempli de ce qui ressemble à de l'eau croupie. L'hôtel joue depuis des millénaires un rôle important pour la communion avec Lamashtou. Ils arriveront enfin à la cathédrale de la colère. Cette immense pièce ressemble à une gigantesque cathédrale souterraine. De grandes portes de pierre trônent de chaque côté de l'entrée principale et les murs sont gravés de runes étranges et pointues. Un large bassin se dresse au centre de la pièce et un cercle de crânes humains polis plantés sur des piques rocheuses délimite la moitié la plus profonde. À l'extrémité de la pièce, un couple d'escaliers mène à une chaire sur laquelle se tient un autre bassin triangulaire, celui-ci, et rempli d'une eau agitée de remous qui bouillonne comme de la lave transparente. Cependant, bien que des volutes apparemment dues à la chaleur s'élèvent de cet étrange liquide orangé, la pièce est d'un froid glacial. Cette pièce est habitée par un démon très ancien, Erilim, la reine de ce temple. Elle se battra contre les PJ, bien qu'elle soit très difficile à toucher et qu'elle puisse guérir de ses blessures très rapidement. Erilim se bat comme une lâche. Elle s'envole pour rester à distance de ses adversaires et utilise des sorts comme convocation de monstres, immobilisation de personnes. Et pendant les premiers rounds de combat, elle se sert de sa minuscule dague en fer froid, boomerang +1, et une fois qu'elle est à court de sort seulement. Et si jamais elle est acculée, elle se bat avec ses griffes et ses crocs. Quand elle tombe blessée, elle devient donc invisible et se régénère pour attaquer ensuite. Cet adversaire sera un adversaire très coriace pour les PJ. Pour l'aparté, les catacombes de la colère étaient certes ouvertes, et techniquement Erilium était libre de quitter les catacombes quand elle voulait. Mais après avoir passé des milliers d'années à jouer la reine des catacombes, elle est devenue légèrement agoraphobe et s'inquiète inutilement. Elle craint que si elle quitte les catacombes, quelqu'un vienne lui voler sa couronne. Elle a donc passé presque tout son temps ici. Quand les PJ entrent dans cette pièce, Erilium devient enragée. Elle hurle, accusant les PJ osant s'introduire dans le sanctuaire de la mer. Elle se lacère les poignets à coups de dague pour laisser quelques gouttes de sang tomber dans le puits des runes et donner naissance à un rejeton du péché. À cet instant, la lueur du puits diminue considérablement, ce qui semble inquiéter étonnamment Elirion. Les catacombes de la colère se composent de niveaux qui courent sous la partie nord de Point de Sable. Le niveau le plus profond est bouché par des décombres. D'étranges inscriptions tassiloniennes étaient pourtant indiquées, mais pour l'instant, cet endroit reste inaccessible. Nous retiendrons dans cet épisode qu'un mal millénaire semble avoir été réveillé récemment et que des seigneurs tassiloniens de l'ère précédente semblent encore avoir une forme de pouvoir sur le monde. Dans le prochain épisode, nous irons à Pic-Chardon, le dangereux repère des gobelins devenus des pantins d'une force qui les dépasse.